Parce que je dois rappeler, vous êtes accrédité en RDC depuis 2011. Vous êtes arrivé ici sous le gouvernement du président Moubarak. Non, je suis arrivé après. Alors c'était sous le Conseil supérieur des armées. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a eu tout ce changement-là. Et vous êtes toujours ambassadeur d'Égypte accrédité en RDC. Comment vous avez vécu tous ces moments ici à l'ambassade? Est-ce que vous recevez des télégrammes? Bien sûr, non, mais on suit. Nous, on représente, comme je dis, l'État égyptien. On est géré par le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères qui était avec le docteur, toute la présidence du docteur Morsi toute l'année, c'était le ministre des Affaires étrangères avec le Conseil supérieur des armées. Et il a continué quelques jours même après, et c'est toujours le ministre des Affaires étrangères, c'est un diplomate professionnel. Alors on a une continuation, on défend les positions de l'État égyptien, de la République, et de la présidence qui est en place. Si on n'est pas convaincu, bien sûr, on quitte. Et aujourd'hui, que vous inspire la présidence Mansour en Égypte? En fait, si on parle de présidence Mansour, on ne peut pas vraiment parler de présidence Mansour. Il est à la tête du pays. Il est à la tête du pays. Vous savez, c'est une situation temporaire qui est mentionnée de toute façon dans la constitution égyptienne qui était en place, dans toutes les constitutions égyptiennes. S'il y a un vide dans la présidence, soit le président du Parlement qui est en charge. On n'avait pas de Parlement en ce moment-là, alors c'est le président de la Cour constitutionnelle. Et comme il était le président de la Cour constitutionnelle, il a pris, c'est un président intérimaire. Alors, les frères musulmans et le docteur Morsi n'ont jamais eu de plan crédible pour l'économie égyptienne. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes de chômage, la baisse de l'économie, baisse du tourisme. Comment vous avez vécu cela? Comment vous expliquez? Puisque vous représentez aussi l'État égyptien. Bien sûr. Non, ce que je dis, à partir... Vous assumez toutes ces crises. Bien sûr. Personne. Mais c'est pour ça qu'il y a eu soulèvement. Sinon... Alors l'une des raisons, c'était la crise économique, bien sûr, qui a aidé avec la crise politique, avec l'intransigeance de la présidence qui était en place. Alors, à partir de janvier 2011, bien sûr, on a eu une crise. Il y avait une crise économique qui a commencé à se développer et la situation économique se détériorait depuis 2 ans et demi. C'est normal après une révolution, une instabilité politique, qu'il y a une crise économique, surtout que notre économie repose sur plusieurs facteurs, dont le tourisme, qui compte aujourd'hui entre 20 et 25%, qui comptait entre 20 et 25%. Et avec une situation qui n'était pas stable, n'est pas claire, c'est normal, les touristes ils cherchent une autre destination. Ce qui s'est passé. Il y avait une baisse de presque 30-40%, mais la baisse de revenus du tourisme, c'était beaucoup plus. Et là, on avait une vraie crise économique dans tous les domaines. Bon, on espérait, tous les Égyptiens espéraient, moi personnellement, qu'après les élections, un nouveau président, un nouveau gouvernement, surtout que les frères musulmans avaient promis un projet de développement économique rapide. Et en fait, ils ont été choisis pendant 1 an, il n'y avait rien du tout. On a découvert qu'il n'y avait pas de projet. Et il n'y a pas d'élément même de projet. Et pendant 1 an, il n'y avait rien qui se passait. Au contraire, il y avait une détérioration de la situation économique qui s'ajoutait à la situation politique. Et là, bien sûr, on assume qu'il y a une crise économique qu'il faut faire face. Et il faut faire face rapidement. Il faut prendre vraiment des pas et des étapes pour arriver à une situation au moins stable économiquement. Alors nous avons évolué. Depuis quelque temps, l'Israël a donné son accord pour l'octroi de 2 bataillons d'infanterie supplémentaires à l'armée égyptienne pour superviser et protéger la zone du Sinaï depuis l'éviction du président Morsi à la tête de l'Égypte. Comment vous expliquez cette présence israélienne là, dans le Sinaï, puisque ça a toujours été une crise, cette partie du territoire entre les 2 pays, même s'il y a eu un accord en 1979 qui démarquait une limitation
d'une présence militaire dans cette partie du pays. Qu'est-ce qui explique cette présence militaire dans cette partie? Non, c'est pas Israël qui donne la permission. Elle a donné son accord pour 2 bataillons. Même pas son accord, même pas son aval. Non. Les accords signés en 79. Ouais. Et ils ont divisé le Sinaï en 4 zones. La présence militaire égyptienne dans ces zones sont différentes. Je veux dire, quand on parle de zone A, alors c'est une présence complète. Zone B, c'est une présence un peu moins. Il y a des limitations. On arrive à zone D, C et D, et là, zone D surtout, il n'y a pas de présence militaire. Et c'est pour des raisons, bon, pour arriver à un accord de paix, il faut bien sûr Israël elle chercher à sécuriser son État. Mais l'accord stipule que dans le cas de danger réel, l'armée égyptienne a le droit de pénétrer dans les zones C et D. Et c'est ce qui s'est passé. S'il y a vraiment un danger... C'est toujours quand il y a une crise politique qui a... Non, c'est pas une crise politique, mais une crise, un danger militaire. Un danger de terrorisme, par exemple. C'est le cas aujourd'hui, puisque, bon, l'armée égyptienne a augmenté sa présence dans le Sinaï parce qu'il y a déjà une présence de terroristes sur place. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques terroristes dans le Sinaï, sur le pipeline de gazoduc qui passe de l'Égypte vers la Jordanie et Israël, contre l'armée égyptienne, contre la police, les stations de police. Alors c'est là il fallait faire face. Et pour faire face, il faut avoir une force qui soutient les forces existantes, soit les forces de la police dans la zone D ou la force... Mais pourquoi cette zone a toujours été sujette de plusieurs conflits? Pourquoi c'est toujours le Sinaï? Non, vous savez, le Sinaï... Parce que l'Égypte se revendique qu'à elle seule cette partie. Mais non, c'est pas qu'elle revendique, ça fait... Mais l'Israël aussi dit que c'est... Non, pas du tout. C'est une partie intégrante de l'Égypte. Non, c'est clair, historiquement et tout. Mais si on pose la même question à un Israélien, il dira aussi qu'il se revendique aussi cette partie-là. Non, pas du tout. Il y a des frontières internationales reconnues depuis toujours. Il y a eu entente entre Israël et l'Égypte. Il y avait une guerre, ils avaient occupé le Sinaï. Ça, c'est autre chose. Mais le Sinaï était toujours égyptien depuis des millénaires. On ne parle pas même de centaines d'années. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette présence-là? La présence de qui? Non, il n'y a pas de présence israélienne. L'accord qui est... Non, mais ouais, là, c'est ce que j'expliquais. Oui. L'accord. En 1967, Israël a occupé le Sinaï. Ouais. En 1973, il y a eu la deuxième guerre. Et les Égyptiens, ils étaient sur une partie du Sinaï. À partir de 1977, on a commencé à négocier pour mettre fin à la guerre entre les deux pays. Et pour mettre fin à la guerre, les Israéliens, ils ont restitué le Sinaï qui est une terre égyptienne. Alors, ils ne revendiquent même pas que c'est leur terre, non. Ils reconnaissent que c'est une terre égyptienne. Mais bien sûr, pour des raisons de sécurité de l'État d'Israël, ouais. Il y a une limitation des forces armées qui existent sur les frontières. Alors, Excellence, nous allons évoluer dans notre entretien. La crise aujourd'hui politique en Égypte se double d'une crise économique. Tout récemment, les pays du Golfe, dont le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ont décidé d'injecter 9 milliards de dollars américains à l'économie égyptienne. Est-ce que, selon certaines sources, ce dont illustre la satisfaction à l'éviction du docteur Morsi, puisqu'à l'époque de la gouvernance des frères musulmans, c'est le Qatar qui a injecté beaucoup de milliards de dollars dans l'économie égyptienne, et principalement pour avoir la main mise, surveiller tous les médias égyptiens. Vous partagez cette réalité? Je partage en partie, bien sûr. Bon. Sûrement, je sais qu'après le soulèvement des Égyptiens le 30 juin et la décision et l'élection de l'ancien président Morsi, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, ils ont décidé d'aider le peuple égyptien et l'Égypte en débloquant quelques milliards en aide.
Bien sûr, parce qu'ils ont bien compris que avec ce qui s'est passé, le Qatar qui soutenait le régime des frères musulmans, sûrement elle allait arrêter. Bien que les Qataris, ils ont dit qu'ils vont continuer à supporter... Pourquoi vous dites sûrement elle allait arrêter? Sûrement, puisque eux, ils ont soutenu le régime des frères musulmans très fortement. Je crois, ce qui s'est dit partout en Égypte, qu'ils avaient des ambitions, les Qatarites. Alors, les Saoudiens, les Émiratis et les Koweïtiens, c'est des peuples et des pays frères. Depuis toujours, on a eu une coopération très large pendant des décennies. Ils veulent renouer, certainement. Ils veulent renouer, parce qu'ils avaient un problème avec le régime, bien sûr, des frères musulmans. Parce que le problème des frères musulmans, avec le soutien des Qataris et d'autres pays de la région, c'était une idéologie et un projet qui n'était pas seulement un projet politique, qui était un projet un peu plus régional, c'était pas un projet pour un pays. Et c'est ça le problème que nous, Égyptiens, on a connu aussi avec les frères musulmans. Et je crois que beaucoup de pays, c'est pas seulement les pays arabes musulmans, mais je crois que c'était tout autour du monde, mais bon, les gens hésitaient à le déclarer. Et là, les Saoudiens, ils ont compris que sûrement il fallait soutenir l'Égypte dans sa crise, comme ils l'ont fait d'ailleurs. Vous ne craignez pas une autre crise politique au-delà, au-dessus même de vos réalités, de vos crises internes? Pas du tout. Parce que là, c'est une concurrence politique à échelon international. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, ce que je dis, ils voulaient soutenir le peuple égyptien pour passer cette crise, pour ne pas tomber vraiment dans une crise économique qui va aggraver les choses. Et ils l'ont fait, c'est pas la première fois. Les Saoudiens, les Koweïtiens, les Émiratis, ils l'ont fait dans les années 70, dans les années 60, dans les années 80. Alors c'est un soutien continu. Et en fait, c'est un soutien... Il y a des intérêts politiques aussi. Pas du tout. On n'injecte pas autant de milliards de dollars pour les beaux yeux des Égyptiens. C'était toujours comme ça. Ce que je vous dis, c'est nous, ce qui nous lie, surtout l'Égypte et les Émirats arabes, c'est toujours, il y avait un soutien sans condition et sans frein. Depuis, ça c'est une réalité de la vie. Les Saoudiens, ça existait toujours. Les Koweïtiens, ça existait. Les Koweïtiens, ils se sentent... parce que en 1990, lors de l'invasion du Koweït par l'Irak, c'est l'Égypte qui a soutenu le Koweït. Et là, ils connaissent, ils savent très bien. C'est un soutien entre deux peuples, en fait. Ça n'a rien à voir avec les régimes. Leur problème avec les frères musulmans, c'était vraiment que les frères musulmans avaient un projet international, c'est pas même régional, et eux, ils avaient un problème avec ce projet. Vous croyez? Bien sûr. À l'aide des pays du Golfe? Pas à l'aide des pays du Golfe, avec l'aide de certains pays du Golfe et d'autres pays. Dans les trois autres qui se sont prononcés officiellement, jusque-là? Qui? Le Koweït? Non, ils avaient un problème. Non, ils avaient un problème déclaré. Les Saoudiens, peut-être, ils n'ont pas déclaré. Et là, on doit conclure à un conflit, c'est ça? Pas un conflit, c'est juste pour ne pas laisser. C'est pour casser aussi un peu le Qatar. Un projet se propager et un projet. C'est une concurrence quand même. Non, pas du tout. Ça, c'est entre eux. Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais vous en pâtissez? Moi, entre l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et le Qatar, ça, c'est entre eux. Moi, je peux pas expliquer, c'est entre eux. Mais je parle du projet des frères musulmans, je ne parle pas du Qatar. Les Qataris, ils soutenaient le projet. Ils ne soutenaient pas l'Égypte, ils soutenaient le projet. Les Saoudiens et les Émirats, ils étaient contre le projet politique et idéologique. Et ça, c'est clair, ça, c'est connu depuis les années 20. Les États-Unis, par ailleurs, versent chaque année 1,3 milliard de dollars à l'armée égyptienne. Ça a aussi été l'objet d'une grande polémique au niveau des États-Unis avec le sénateur républicain John McCain qui voulait carrément qu'on suspende cette aide, rappelant les accords de 1977.
il faut carrément arrêter l'aide parce que la loi américaine n'autorise pas une aide à un régime qui est arrivé par un coup d'État. Aujourd'hui, on parle de coup d'État en Égypte avec le soulèvement, le renversement du président Mansour. Bon, tout d'abord, si on définit coup d'État ou pas coup d'État, je crois que personne n'a vraiment, jusqu'à aujourd'hui, qualifié de coup d'État. Si, certains médias en parlent déjà. Parce non, les médias, ça, ils discutent même toujours. Je parle de pays. Il n'y a pas de pays qui a qualifié ça de coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Ni l'Union européenne, ni les pays de l'Union européenne, ni les États-Unis. Les seuls qui ont qualifié ça de coup de droit, ils ont pris des actions, je crois que c'est l'Union africaine. Alors les États-Unis, ils ont, pour un certain moment, pour quelques jours, ils étudiaient le cas. Oui, ils sont un peu réticents. Ils n'ont pas la cote avec le régime aujourd'hui, l'Égypte anti-Morsi. Les Américains n'ont pas la cote. Non. Ils ont un droit de réserve, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Mais comme je dis, oui. Les Américains, ils ont étudié le cas, ils ont qualifié de ce qui s'est passé officiellement oui. de soulèvement populaire. Carrément. Carrément. Alors, c'est une histoire terminée. L'Union européenne, ils ont qualifié ce qui s'est passé d'un soulèvement populaire. Alors, on ne peut pas parler de coup d'État aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est vraiment ça, c'est un soulèvement populaire. L'armée devait faire sa part des choses. Elle ne devait pas laisser le pays entrer dans une guerre civile, affrontement entre les pro-Morsi et les contre-Morsi dans les rues. Je ne vais pas entrer dans les chiffres 25 ou 35, mais si on a plus de 20 millions dans l'armée, lui, il a gagné les élections avec 12 millions. C'est clair. Dans ce cas-là, on laisse les gens tomber dans une guerre civile, impossible. C'est l'une des tâches de l'armée dans toutes les constitutions égyptiennes, de préserver le pays. Et leur rôle, c'était de répondre à l'appel du peuple égyptien. Si on a une présidence qui n'écoute pas, qui ne veut pas comprendre qu'il y a des demandes, les gens demandent un changement, il n'y a pas de changement. Ils demandent des élections anticipées. On ne répond même pas, on ne dit pas oui ou non. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et aujourd'hui, il y a des milliers de pro-Morsi qui se mobilisent sur toutes les rues. Il y a une différence entre milliers et millions, c'est clair. Mais tout ce groupe-là, des pro-Morsi qui se mobilisent sur les rues du Caire pour revendiquer... son retour. Oui, le soulèvement, le renversement du docteur Morsi. Comment l'État égyptien gère toutes ces crises-là? Ben, ils ont le droit de manifester, bien sûr. Et on dit on va à des élections. Mais ceux-là parlent de coup d'État. Qui? Bon, bien sûr, ils parlent de coup d'État, parce que c'est pas les supporters. Donc pour vous accorderez l'importance à ce terme coup d'État que lorsque l'Union européenne ou les États-Unis parleront de coup d'État? Non. Nous, on a qualifié, nous, le peuple égyptien, on a qualifié ce qu'on a fait de soulèvement populaire, de révolution populaire. Il y a aussi certains Égyptiens qui parlent de coup d'État. On parle de proportion. Oui. Nous parlons de cette petite proportion-là. On va à des élections, ce qu'on a demandé au début. C'est que les Égyptiens ont demandé d'aller à des élections anticipées. Ou un référendum pour dire les Égyptiens acceptent qu'ils continuent ou qu'ils partent. Il a refusé complètement. Mais pourquoi ils ont refusé? Pourquoi lui, personnellement, il a refusé? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas la cote et qu'il allait perdre, sûrement. Et si déjà dans des élections, il a gagné avec 51%, moi personnellement, j'ai voté pour lui. Je connais beaucoup qui ont voté pour lui et qui sont contre lui aujourd'hui. Ça, c'est une bonne révélation. Ouais, normalement, je ne dois pas le faire en tant que diplomate, mais j'ai voté pour lui. Ouais. Aujourd'hui, je suis contre lui. Pourquoi s'il va à des élections, qu'il a gagné avec 51%, s'il va à des élections aujourd'hui, il sait très bien qu'il n'aura pas 20%. Et c'est pour ça qu'il a refusé toutes les initiatives politiques. Alors, ce qu'on dit, ce que le peuple égyptien dit, on va à des élections aujourd'hui et on voit qu'est-ce que le peuple égyptien veut. Des élections, quand on gagne avec des élections démocratiques et libres et tout, c'est pas un chèque blanc qu'on fait tout ce qu'on veut. Normalement, dans tous les pays démocratiques, il y a des règles qu'on doit suivre. On ne gagne pas les élections, on dit bon, les gens m'ont élu, je fais ce que je veux, j'arrête, je change les lois, je change la constitution, je fais ce que je veux. C'est pas un chèque blanc. Si ça se passe dans un pays européen, un pays démocratique,
sûrement, il y a d'autres moyens à arrêter un président d'abuser de son pouvoir. Nous, on n'avait pas vraiment le système, parce que c'était une démocratie de quelques mois, on n'avait pas le système. Eux, et quand ils ont rédigé la nouvelle constitution... Jusque-là, tous les soulèvements, c'est toujours des pays africains que ça attaque aujourd'hui. Comment ça? Tous les soulèvements, le renversement des chefs d'État. Puisqu'on n'a pas eu les bases des démocraties, mais les Européens, les Américains, tout ça, ils ont connu ça depuis des siècles. Il y a 2 siècles. Et l'Amérique latine a connu ça il y a 3-4 décennies. Mais c'est une évolution. On voulait être sur la bonne route. Et le régime qui a été élu n'a pas voulu être sur la bonne route. Ils ont voulu juste remplacer Moubarak. Vous regrettez l'ancienne Égypte en vous entendant parler? Ou vous êtes pour? Quelle ancienne Égypte? De Moubarak? Oui, par exemple. Sûrement, je ne regrette pas, non. Vous êtes pour toute cette évolution, la révolution, la crise? Personnellement, je crois que c'est une évolution naturelle. Tout ce cheminement. On doit passer par toutes ces étapes. Regardez, la Révolution française, elle a pris combien d'années pour vraiment... apaiser des bases. Ouais. Et je crois qu'on doit passer par toutes ces étapes. Alors aujourd'hui, le pays est vraiment essoufflé par l'inflation. Les investissements étrangers ont énormément baissé, ont chuté. L'instabilité politique a eu de graves répercussions sur le tourisme. Aujourd'hui, comment l'Égypte veut gérer, veut récupérer cette crise pour rehausser plus haut le tourisme, parce que c'est quelque chose de très important pour l'Égypte, le tourisme. Le tourisme, c'est très important pour l'Égypte. Mais le tourisme, pour faire retourner les touristes en Égypte, il faut que le pays se stabilise. Tout d'abord, la sécurité revienne, ce qu'on a perdu pendant 2 ans. Ça prendra bien sûr quelques mois, peut-être un peu plus. Mais si on quelques parle... années aussi. Pardon? Quelques années aussi. Peut-être. Si on gère mal, bien sûr. Alors, comme le pays a été mal géré pendant 2 ans, sûrement on est arrivé à cette situation. Alors, mais moi, mon problème, c'est pas juste le tourisme. Le tourisme, c'est un facteur important de l'économie égyptienne. Mais il y a d'autres facteurs beaucoup plus importants. Ouais. L'industrie, faire redémarrer l'industrie qui s'est arrêtée pendant 2 ans. Il y avait une très mauvaise gestion de l'économie égyptienne pendant 2 ans. La première année, bon, je comprends, c'était les militaires qui étaient obligés de gérer les choses. Ils ne sont pas faits pour gérer. Mais la deuxième année, c'était un régime élu qui n'a rien fait. Une très mauvaise gestion économique, on parle d'économie, qui nous a fait entrer dans des vraies crises qu'on n'a jamais connues pendant une 50aine d'années, ou une 60aine d'années. On parlait de malgestion d'économie et tout ça pendant l'ère Moubarak, mais bien sûr c'était beaucoup mieux géré que maintenant, que l'année précédente. Je crois qu'avec le gouvernement qui a été mis en place, c'est un gouvernement d'experts. Je vois beaucoup d'experts économiques de renommée internationale, même le chef du gouvernement, c'est un économiste connu mondialement, internationalement. Je crois qu'on pourrait, si il arrive à gérer bien l'économie avec un soutien interne et externe, on pourrait passer cette crise. Même sans le tourisme, reprendre le même niveau de tourisme d'avant. Et là, je crois que le tourisme reviendrait pour être un plus. Et au niveau de vos fonctions, ici en tant qu'ambassadeur en RDC, qu'est-ce que vous faites pour rehausser le tourisme vers l'Égypte? Non, mais comme je vous dis, nous, bon, comme je vous dis, le tourisme ne reviendra pas, sauf si on revient à la situation de sécurité d'avant. Je ne vais pas mentir aux gens, dire bon, il faut que vous y allez, c'est pas la situation, mais les gens ils regardent la télé et ils lisent les journaux et ils savent la situation. Mais des fois, les réalités sur le terrain ne sont pas les mêmes que ce que l'on voit. Bien sûr, ouais, je sais que ce qu'on voit sur la télé, c'est un peu exagéré puisque les télés vont... À la recherche du sensationnel. Il faut pousser sur ce qui se passe. Parce que si on regarde aujourd'hui, on croit qu'il y a des manifestations partout, mais en fait, c'est dans une place... Place Tahrir? Non, pas de Tahrir. Ils ont choisi une autre place au bord du Caire. Mais au Caire, les gens, la vie continue normalement. C'est normal. Mais pour les touristes, ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment ça qui
C'est ça, il faudrait que l'Égypte influences. arrive à redorer son image Exactement. pour susciter les nombreux touristes à revenir. On fait, mais je crois qu'on va faire plus. Mais aujourd'hui, nous, l'important pour nous, c'est vraiment de remettre l'économie En marche. en marche. C'est l'essentiel. Les investissements doivent revenir. Et c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Après, le tourisme, ça vient après. Alors, Excellence, on a longuement parlé de l'Égypte. Revenons en RDC, où vous êtes le représentant officiel du pays des pharaons ici en RDC. Alors, vous êtes accrédité ici depuis 2 ans. Comment évoluent les relations de coopération entre l'Égypte? Que les relations entre les deux pays se développent rapidement, se sont développées rapidement, pas seulement les 2 dernières années, mais un peu avant. Parce que je ne veux pas dire que c'est moi qui l'ai fait, non, c'est l'Égypte qui l'a fait. Moi, Oui, mais nous parlons de votre mandat. ouais, c'est les moyens que l'Égypte me procure qui m'aident à faire mon travail. Alors personnellement, je crois que les 2 années, moi, ça fait 2 ans et demi en fait. Les 2 ans et demi, je crois que les relations se sont développées rapidement. Je crois qu'on a eu de très bonnes relations. On a eu beaucoup de projets de partenariat, beaucoup de projets de développement, d'aide, selon nos moyens aussi, parce que nous, nos moyens sont un peu limités, surtout avec la crise. Ils sont toujours limités. Mais je crois que l'Égypte a compris que l'Afrique, c'est pas le domaine, mais c'est vraiment, c'est nos partenaires, nos frères. Et il faut vraiment se tourner vers eux pour les aider, les développer, parce que je crois qu'en développant les pays africains, en ayant des partenariats avec eux, une coopération très étroite, je crois que l'intérêt c'est pour les deux parties, pour tous les Africains, puisque nous sommes africains. Mais la plupart des Égyptiens ne connaissent pas l'Afrique noire. Si. Ils connaissent très bien, ils connaissent au moins à travers le football. Vous en êtes sûr? Non, ils connaissent très bien. Moi, j'ai travaillé dans 2 pays africains, ici et au Kenya. Ici, il y a des Égyptiens qui travaillent, pas beaucoup, pour des raisons, parce qu'il y en avait beaucoup plus avant 97, ou même avant 92. En 97, il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont partis à l'époque. Et il revient petit à petit. J'étais au Kenya, il y avait beaucoup d'Égyptiens, j'ai visité d'autres pays. Mais ici, on n'a pas africains. beaucoup, pourquoi? Non, mais j'ai dit, il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont partis en 97. Et maintenant, il revient petit à petit. Mais je connais des médecins qui ont travaillé ici depuis les années 60 jusqu'aux années 90, qui ont travaillé ici dans les hôpitaux, qui avaient leur cabinet médical, beaucoup qui travaillaient ici, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup des gens qui faisaient du commerce. Il y en avait ici beaucoup. Et qui sont partis. Qui sont partis en 97 parce que la situation était un peu aussi comme ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, était un peu instable. Alors, monsieur l'ambassadeur, quel est votre domaine, un domaine sur lequel l'Égypte est beaucoup plus axée, ancrée dans votre relation diplomatique entre votre pays et la RDC? Vous avez un domaine précis ou vous êtes dans l'ensemble? Moi, personnellement, je préfère travailler sur les domaines qui, je le dis toujours, sur les domaines qui touchent vraiment au simple citoyen congolais. C'est-à-dire? C'est-à-dire la santé, Ouais. c'est-à-dire la formation professionnelle, c'est-à-dire... Vous avez vu tout récemment à l'œuvre à l'INPP. Exactement. C'est dans les domaines que peut vraiment développer les capacités du citoyen congolais. La santé, bien sûr, parce que c'est très important. Un citoyen qui est en bonne santé, il peut travailler, il peut développer son pays. L'INPP, là, pour moi, c'était une priorité, parce que là, on forme les gens à faire un travail et à se lancer sur le marché du travail, développer leur pays aussi. Bien sûr, on a d'autres domaines où il y a la formation professionnelle. Donc là, c'est dans tous les domaines. Ouais. Là, c'est je pense qu'on a beaucoup d'expertise et qu'on peut transférer à nos frères congolais pour les mettre sur le même niveau, puisqu'ils doivent être sur le même niveau et même plus. Alors on essaye de transférer ce savoir-faire. Et c'est dans la santé, dans la gestion de l'eau, même pour les diplomates par exemple, dans les journalistes, dans tous les domaines. Et ça on le fait. Dans le domaine de l'électricité bien sûr.
Alors là, c'est la priorité. Le social, un petit peu, bien sûr. Et après, bon, j'espère qu'on va se lancer dans les grands projets, mais ça, c'est un peu plus difficile. Très bien, Excellence. Nous tendons déjà pratiquement vers la fin de notre entretien. Nous ne pouvons pas boucler cette émission sans pour autant parler de la crise humanitaire, la crise sécuritaire qui frappe la RDC, principalement et particulièrement dans sa partie Est. Quelle est la contribution, quel est l'apport de l'Égypte ici en RDC et comment voyez-vous, comment analysez-vous, comment interprétez-vous les nouvelles concertations initiées par le chef de l'État avec l'opposition? Bon, tout d'abord pour l'Est. En tant que l'Égypte, on était sous Morsi de toute façon. Ouais. Bien sûr, on condamne toute agression sur la RDC, toute intervention étrangère. On condamne la rébellion, bien sûr, puisque on voit que l'Est, c'est une partie de la RDC que pour des années et des années n'a pas connu une stabilité. Ça touche bien sûr aux populations qui vivent là-bas. Alors on a condamné. Bon, en tant qu'aide humanitaire, on n'a pas pu vraiment, on n'a pas eu les moyens d'y arriver. On a essayé, il y a 3 ans, il y avait des aides humanitaires avant mon arrivée, mais on a nos soldats qui travaillent sur la MONUSCO là-bas. Bon, il y avait des discussions pour la brigade d'intervention rapide. On n'a pas fait partie, mais il y avait des discussions là-dessus. Et il y a des aides dans le domaine de la santé, puisqu'il y a notre hôpital qui fait partie de la MONUSCO ici, mais leur service, c'est pas seulement pour les militaires, mais aussi pour les populations de la région. Là, en ce qui concerne l'Est. Les concertations, nous, on voit que c'est une étape très importante. Bon, bien sûr, l'accord cadre d'Addis Abeba a parlé de réconciliation nationale. Moi, je vois que pour que le pays avance, il faut vraiment avoir une réconciliation nationale. Il faut que tous les partis politiques de la RDC, et d'ailleurs en Égypte aussi, ils doivent s'asseoir ensemble, discuter, s'accorder pour l'avenir de ce pays. Voilà. Merci, Excellence, ambassadeur Ibrahim Ashraf, de nous avoir reçus. Un dernier mot pour boucler cet entretien? Ben, j'espère tout le bien pour les deux pays, pour la RDC et pour l'Égypte. Et je crois qu'on peut de toute façon avancer ensemble. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Merci. Voilà, c'est la fin de ce tout nouveau magazine Show diplomatique. Je venais donc de m'entretenir avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte accrédité en RDC, monsieur l'ambassadeur Ibrahim Ashraf. Avec lui, dans ce magazine, nous avons parlé de la situation économique et politique que traverse le pays des pharaons et l'actualité ici en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la télévision.